Bonjour, bienvenue dans la saison 2 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Allure détendue, sourire aux lèvres, vous l'avez déjà croisée. Dans les écoles, elle va à la rencontre des élèves, des familles, des chefs d'établissement. Par son écoute attentive et bienveillante, elle libère peu à peu la parole et elle ouvre un chemin d'apaisement. Elle cherche à comprendre, questionne, suggère, propose des pistes pour aller mieux, pour découvrir nos manières de fonctionner. Et oui, vous l'avez certainement reconnu, c'est une de nos psychologues. Nous avons la chance de pouvoir travailler en partenariat avec elle et d'être soutenus grâce à une expertise professionnelle qui est différente du champ purement scolaire. Quel est son périmètre d'action ? Comment se déroule un entretien ? Qu'est-ce qu'un test psychométrique ? La confidentialité et le devoir de réserve sont-ils respectés ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre. Merci à Sophia Brulé d'avoir accepté mon invitation. Une invitée au parcours riche et diversifié. Après avoir dirigé un EHPAD, elle s'est lancée dans l'accompagnement à la parentalité, le coaching scolaire et l'analyse des pratiques professionnelles. Elle travaille avec nous depuis plusieurs années et met son expertise au service de nos communautés éducatives. Bonjour Sophia et bienvenue. Bonjour. Alors, nous avions vraiment envie de pouvoir travailler un petit peu autour de ce qu'est un entretien avec une psychologue scolaire dans nos établissements, parce qu'on sent bien que la difficulté dans l'accueil, dans la manière de prendre rendez-vous, dans la manière d'accompagner, etc. est parfois complexe. Donc on va essayer de faire un petit tour du propriétaire pour rassurer, apaiser et donner les éléments essentiels. Alors, première question, on va rester un peu sur la définition. Dès que le mot psy arrive dans une conversation, il est rare que les personnes aient une connaissance claire et précise de ce qu'il recouvre. Chacun cherche à le définir, souvent à partir de son expérience personnelle ou à partir des représentations qu'il en a. Peux-tu clarifier le terme de psychologue par rapport à celui de psychiatre et de thérapeute ? Oui, alors merci déjà de m'accueillir. C'est simple, bien souvent quand le terme ou la profession de psychologue est annoncée, quand je suis en réunion ou bien même simplement en rencontrant des gens, effectivement, c'est avec des grands yeux qu'on me regarde et oh là là, elle va deviner tout de nous. Voilà, c'est la première impression. Alors, en sachant que la psychologue est là, effectivement, dans un premier temps pour accueillir la parole de l'autre, vraiment être dans une disponibilité pour recevoir ce que la personne en face a besoin d'exprimer, tant au niveau de son récit de vie, mais aussi des émotions qui se vivent à ce moment-là. Donc, premier lieu, effectivement, c'est l'écoute et ensuite, effectivement, nous avons un rôle de partage et éventuellement de guidance auprès des patients, des clients, afin de pouvoir les mener sur un chemin de réflexion par rapport à ce qui se vit au quotidien. Que ça soit dans la vie personnelle, professionnelle, familiale. Voilà. La différence entre un psychologue, un psychiatre et un thérapeute éventuellement, alors le psychologue effectivement est formé à un diplôme donc, qui valide sa formation de psychologue. Ensuite, il y a aussi des spécialités, donc on peut spécialiser différents psychologues. Alors, ça peut être psychologue clinicien, c'est les psychologues les plus courants. Ensuite, on a des spécialités comme les psychologues dans le social, donc qui travaillent essentiellement en entreprise. Et puis, il y a aussi des psychologues spécialisés dans l'éducation, éventuellement, avec vraiment des connaissances précises dans toute la partie apprentissage, cognition, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, ça c'est le psychologue. Le psychiatre, c'est un médecin spécialisé par la suite dans une approche psychologique et pharmacologique. La différence, c'est qu'effectivement, lui peut prescrire des médicaments.
Voilà, ça c'est pour le psychiatre. Thérapeute, alors le thérapeute n'a pas de diplôme de psychologue. Il y a énormément de thérapeutes qui s'ouvrent en ce moment, enfin qui se développent, mais ça peut être des thérapies alternatives comme de l'hypnose, de la systémique peut-être. Voilà, la systémique, voilà, c'est plus diversifié, mais en revanche ne sont pas diplômés. D'accord, il n'y a pas une reconnaissance. Il n'y a pas une reconnaissance du thérapeute, effectivement. Ok, donc à la fois, comme tu le disais, psychologue, on est sur un DESS, on a 5 ans vraiment d'ancienneté et c'est reconnu par l'État, et un psychiatre est avant tout médecin d'abord et peut prescrire. Tout à fait. Alors le psychologue DESS, ça c'était à mon époque, maintenant c'est un master 2. Très bien. Au moins les choses sont posées et claires. Ok. Alors de ce fait-là, tu nous as donné des définitions particulières liées aux 3 propositions que je te faisais pour un peu séparer et pour clarifier. Mais quelle est la définition personnelle que toi tu donnes du métier quand par exemple, tu te présentes à un élève pour aussi le rassurer? Oui, alors... c'est simple, déjà moi j'essaye d'être le plus simple possible, la plus avenante possible vis-à-vis de cet enfant-là pour qu'il se sente rassuré. Donc effectivement le sourire est important. Ça c'est la première approche, je pense que pour moi il y a une approche corporelle, l'attitude dans laquelle on est face à cet enfant. Et ensuite effectivement c'est le rassurer quant à ce qu'il va être aussi dit au moment de l'entretien. Donc effectivement, je lui explique qu'il peut effectivement s'exprimer sur ce qu'il vit actuellement ou sur ses besoins, que ce qui sera partagé avec moi restera entre nous deux. Et effectivement, l'enfant, en général, se dévoile assez facilement. J'ai beaucoup moins de réticence avec des enfants qu'avec des adultes, puisqu'ils ont moins de filtres, et de limitations. Et effectivement, il suffit très rapidement de les mettre à l'aise, en fait. Parfois, on peut utiliser des supports physiques, ça va être un coloriage, un dessin. Ou même, ça dépend si je suis dans une salle de classe ou bien dans une salle, ça dépend si je suis dans une école ou enfin peu importe le lieu. Il y a toujours aussi pour des tout petits un support physique, donc un dessin, un coloriage, un petit jeu qui traîne par-ci par-là. D'accord. Et est-ce que tu exprimes par exemple ce que tu fais, dire pourquoi tu le rencontres ou pas? Oui, alors tout à fait. Alors moi j'ai plusieurs cas de figure. Imaginons c'est un enfant que je rencontre dans le cadre scolaire suite à une demande soit de la famille ou du chef d'établissement, peu importe, et que je reçois uniquement l'enfant. Donc là effectivement je vais lui expliquer le pourquoi de ma venue et pourquoi de ma rencontre avec lui, avec le motif qui m'est présenté effectivement. D'accord. Et je vais lui expliquer effectivement que le but c'est de trouver des solutions pour le faire avancer aussi dans son cheminement, mais surtout pour qu'il aille mieux peut-être, pour qu'il aille mieux, pour qu'il se sente mieux et potentiellement trouver des solutions à deux, faire une proposition de solution pour qu'il se sente mieux si c'est une problématique scolaire au sein de l'établissement, si c'est une problématique familiale à côté. D'accord. Alors justement, pour revenir un petit peu sur ce que tu viens de partager, pour saisir l'étendue de ton périmètre d'action au cœur de nos établissements, est-ce que tu peux nous dire qui te sollicite et quelles sont les demandes ou les motifs d'intervention qui sont les plus habituels, les plus récurrents ? Oui, alors je suis souvent sollicitée pour des bilans psychométriques, donc des bilans qui nous permettent du coup de connaître le profil cognitif de l'enfant, ses compétences intellectuelles éventuellement. Ces demandes sont faites par le biais bien souvent du chef d'établissement suite à une équipe éducative ou bien une rencontre enseignant-parent, vraiment pour pouvoir comprendre le comportement d'un enfant ou bien les lacunes éventuelles qu'il peut avoir dans son parcours scolaire. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, qui est aussi très régulière, c'est les observations en classe. Donc, pareil, même fonctionnement, toujours la demande du chef d'établissement et de l'enseignant.
Et dans ces cas-là, on intervient effectivement en classe, donc sur un temps donné, pour observer l'attitude et le comportement de l'élève au sein de son groupe classe. Et voilà, ses interactions sociales avec les autres camarades, ses interventions en classe. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, ça c'est les deux grosses demandes. Et après, effectivement, il y a toujours les entretiens. Les entretiens, c'est plus spécifique, c'est vraiment toujours le chef d'établissement qui en fait la demande, mais bien souvent, c'est aussi une demande de la famille. Cette demande peut émaner d'un souci familial, voilà, une situation difficile dont l'enfant l'enfant vit cette situation difficile en ce moment, et du coup, effectivement, on intervient. Voilà, besoin d'un soutien, peut-être. Besoin d'un soutien, voilà, de pouvoir parler de cette situation. Mm-hmm. Il y a une vraie procédure qui est mise en place pour les demandes. Le principal, c'est aussi l'adhésion. Alors, toujours l'autorisation parentale. Il faut toujours que les parents soient adhérents et puis participatifs à cette démarche. Et moi, je souhaite aussi l'adhésion de l'enfant. Pour moi, c'est indispensable. Quel que soit son âge ? Quel que soit son âge. Quel que soit son âge, parce que ça me paraît... on est dans une démarche de compréhension et de réflexion, et si l'enfant n'est pas partenaire... on perd une partie des éléments de compréhension. Oui, tout à fait, oui. Alors, dans ce que tu disais, est-ce que d'une sollicitation à une autre, ta réponse s'inscrit dans une temporalité qui est variable ou pas ? Alors, est-ce que tu peux me répéter la question ? Oui, ou me le reformuler autrement. Alors, quand tu as une demande particulière, que ce soit d'un chef d'établissement, que ce soit d'un enseignant ou d'une famille, est-ce que cette réponse va s'inscrire dans le temps d'une manière particulière ? Est-ce que tu vas répondre tout de suite ? Est-ce que tu vas réagir rapidement si c'est une situation de crise, une situation d'urgence ? Voilà, quelle est la temporalité ? D'accord. Dans ta réponse. Oui, merci. Alors, c'est simple, en fait, les demandes, quand les demandes arrivent, effectivement, si c'est une demande urgente, excusez-moi, on essaye d'y répondre très rapidement. Notamment pour les bilans psychométriques où effectivement on connaît en fin d'année avec les renouvellements des dossiers MDPH, où bien souvent c'est des demandes urgentes, donc il faut les faire très rapidement. Sinon, moi ce que j'aime, c'est vraiment m'organiser avec la famille, c'est-à-dire avant le bilan, il y a toujours un entretien de pré-bilan, et pendant cet entretien, ou même en amont, je m'organise d'un point de vue planning avec les familles. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'aime, c'est mettre aussi à l'aise la famille pour pouvoir organiser les différents rendez-vous qui sont prévus pour le bilan. Donc le pré-bilan, le bilan et la restitution par la suite des résultats. Donc c'est vraiment très, très aléatoire en fonction de chaque famille, de l'implication de chacun, des disponibilités aussi des établissements, parce que je reviens toujours vers l'établissement pour savoir s'ils peuvent m'accueillir aussi, puisque le bilan se fait sur l'établissement quand c'est possible. Et du coup, voilà, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Les observations, en général, quand il y a une observation, c'est qu'il faut la faire assez rapidement. C'est parce que c'est vraiment une problématique à un instant T qui, voilà, faut pas laisser traîner. C'est assez ponctuel. C'est assez ponctuel, donc l'intervention en général, pour ma part, j'essaie de faire vraiment dans les jours qui suivent, dès que j'ai une disponibilité. Ouais. Voilà. L'entretien aussi, c'est pareil. On va éviter que ça traîne. En fait. Les bilans, à part les urgences, on peut prendre plus de temps. En tout cas, j'entends bien que tu es dans une démarche, dans un process en fait, avec les différentes étapes, et qu'il y a une organisation qui est vraiment liée aux disponibilités des uns et des autres, sauf en cas d'urgence. C'est ça, tout à fait, oui. Alors, en quoi une collaboration étroite avec l'équipe éducative, que je vais nommer ainsi, enseignants, chefs d'établissement, enseignants spécialisés, en quoi cette collaboration étroite avec l'équipe peut faciliter l'accompagnement d'un élève et de sa famille ? Alors, je vais prendre l'exemple d'une observation. En général, la demande d'observation émane de l'équipe, suite à une équipe
éducative, voilà, une réunion éducative. Donc effectivement, l'enseignant et la famille ainsi que le chef d'établissement ont déjà abordé la situation, ainsi de suite, et ont décidé d'une observation en classe. Moi, mon intervention, du coup, vient apporter peut-être un regard différent par rapport à la situation de l'enfant dans ses apprentissages ou dans son rapport aux autres. Et ça permet réellement d'apporter alors ce regard nouveau, mais aussi des éléments de conseils ou de recommandations, que ça soit pour la famille, si c'est d'un point de vue éducatif, propre à la famille, ou bien un accompagnement plus professionnel pour l'enseignant. Avec des propositions d'adaptation. Pour la pédagogie, pour la manière pédagogie, de travailler, etc. Voilà, ou d'entrer dans l'apprentissage, peut-être. C'est ça, tout à fait, ouais, complètement. Okay. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est important de travailler donc ensemble, d'être dans un vrai partenariat, déjà avec les professionnels de l'école, c'est-à-dire l'enseignant spécialisé et puis le chef d'établissement. Plus ça va être, plus il y aura un travail en amont, mieux ça sera pour accompagner l'enfant et la famille. Complètement, oui. J'aime par exemple, avant l'observation, pouvoir aussi appeler le chef d'établissement ou l'enseignant, pouvoir échanger avec eux au préalable pour comprendre un peu mieux la situation. Ensuite, effectivement, suite à l'observation, il y a toujours un compte-rendu qui est transmis avec un rendez-vous avec l'enseignant si c'est possible dans un deuxième temps. Et moi, je tiens absolument aussi à rencontrer donc, les parents en entretien pour faire le point sur l'observation et transmettre directement ce qui est... Donner vraiment des éléments de réponse ou de compréhension par rapport à ce qui se passe. Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment un travail... Alors justement par rapport à tout ce qu'on vient de développer, dans ta pratique quotidienne, quels sont les outils et les méthodes que tu utilises lorsque tu reçois un élève ou une famille? Qu'est-ce que tu utilises en particulier? Alors, j'ai pas de méthode, j'ai pas d'outils particuliers. À part pour les tests à part pour les tests psychométriques, on a vraiment le matériel effectivement qui est là, qui est à disposition. Pour que ça soit un accompagnement individuel ou familial, en fait, je ne sais jamais comment va se passer le rendez-vous. Hein, c'est vraiment du cas par cas et je m'adapte énormément à la, comment dire, à la situation et surtout à l'échange, tout ce qui va se dérouler au fur et à mesure, c'est ça? Oui, c'est ça, et puis à l'investissement aussi de la famille, de l'enfant. Alors on va avoir des enfants qui vont être beaucoup plus en retrait parfois face à leur famille, hein, ou inversement, on va donner plus la parole à l'enfant et moins la famille va être plus en retrait. Et en fonction de ça, et c'est vrai que je m'adapte énormément. Alors il faut savoir que je rencontre rarement famille et enfants sur les établissements. C'est plus en dehors, hein, c'est plus sur un rendez-vous extérieur. Et effectivement, dans ces cas-là, j'ai toujours un temps d'échange avec la famille en présence de l'enfant pour pouvoir poser le motif de mon intervention. C'est-à-dire, pour moi, c'est important que l'enfant entende le pourquoi pourquoi cet entretien et qu'est-ce qui fait que ses parents ont demandé à me voir ou demandé à travailler avec moi. Donc tu clarifies véritablement. Je clarifie vraiment la situation avec l'enfant. Il faut que l'enfant l'entende. C'est pas moi qui le dis, c'est les parents. Il faut que l'enfant l'entende des parents, que ça soit clair. Ensuite, une fois que je comprends, que je confirme auprès de l'enfant qu'il a bien compris ce qui était posé, que les parents ont terminé de tout expliquer, j'aime m'isoler avec l'enfant pour échanger justement sur le motif et sur la demande. Donc en général, l'enfant aime beaucoup. Parce que du coup, c'est un moment plus personnel, bien à lui. Donc, lors de ce moment, je précise que tout ce qui est dit restera entre nous. Sauf si effectivement il y a des éléments importants que j'estime qu'il faut transmettre aux parents. Dans ces cas-là, il est prévenu et j'essaierai toujours de toute façon, il y aura toujours son accord. C'est-à-dire que je l'amènerai à comprendre le pourquoi de l'importance de transmettre un message peut-être à ses parents, ainsi de suite. Et du coup, et après un retour auprès des parents avec une explication de ce qui a été possible avec l'enfant. Voilà.
Bien souvent, ce qui est assez intéressant dans le cadre de ce travail familial, je suis bien souvent des médiatrices en fait. Hein. Je sers d'intermédiaire entre l'enfant et les parents. Et il y a des très belles situations qui se passent. Vraiment, il y a des dénouements. Des dénouements, des choses qui ne sont pas dites, qui sont dites à ce moment-là et qui sont plus facilement exprimées parce que je suis... Parce qu'il y a un tiers, en fait. Parce qu'il y a un tiers, ouais, tout et à quel fait, que soit l'âge aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Peu importe la manière dont l'expression... Enfin, peu importe l'expression que ça prendra, mais l'idée, c'est que l'enfant puisse dire, de toute façon, puisqu'il y a une autre personne et que ça sert de média, en fait. Oui, tout à fait, oui. Quels sont les freins ou les obstacles que tu rencontres lors des entretiens avec les enfants, les familles? À quel moment ça peut bloquer? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que c'est pendant? Comment tu... Ou est-ce que c'est un refus d'emblée, dès le début? En fait, je pense que c'est un refus de voir réellement la situation. Alors, il y a toujours cette volonté réellement de comprendre ce qui se passe, de trouver des solutions. Mais effectivement, mon rôle est aussi de pointer un petit peu les failles. Et bien souvent, on peut percevoir que... Alors, peut-être les enfants, mais plus des ados, là où effectivement ils sont un petit peu plus dans la démarche que les adultes, mais c'est souvent la famille qui est dans le refus de voir réellement la situation et de pouvoir, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas, l'enfant n'est qu'un symptôme en fait de ce qui peut se vivre au sein de la famille et non la cause réelle en fait. Et du coup, c'est plus l'enfant seulement qu'il faut faire avancer, faire bouger, c'est l'ensemble de la famille avec un changement de comportement, d'attitude, peut-être une communication à instaurer, une expression des émotions qui n'est pas faite par exemple au sein de la famille et que l'enfant a simplement besoin d'entendre ses parents dire je suis en colère, je suis triste, exprimer simplement ses émotions au quotidien. Et du coup, c'est vrai que ça demande autant de changements pour l'enfant, mais pour les parents aussi. Et alors, il y en a certains qui adhèrent complètement. C'est des vraies prises de conscience en fait. Oui, c'est ça, des prises de conscience où ils se disent effectivement, oui là, c'est vrai qu'on n'agit pas comme ça, il va falloir qu'on modifie, il va falloir qu'on s'observe, qu'on regarde, effectivement. Donc là, ils sont partenaires. Ils sont partenaires, c'est ça. Alors, heureusement, beaucoup sont partenaires. Il y en a certains où ils ont un peu plus de mal. Il faut vraiment plus de temps. Et est-ce que tu dirais que c'est lié à de la peur, à l'impression d'être... il y a trop d'intrusion, c'est trop intrusif en fait, le genre de questions qui pourraient être posées? Est-ce que c'est la peur du jugement, la culpabilité? Tu dirais quoi? Moi, je dirais surtout des habitudes et un schéma bien ancré. J'ai rarement des parents qui sont réticents à l'idée de ce que je leur dis, ou pas du tout, hein. Ils sont vraiment très réceptifs, mais c'est vraiment avoir... c'est comme si il y avait un curseur et en fonction de là où on se situait, est-ce qu'on était prêt à changer ou pas. Et il y en a certains, malheureusement, ne sont pas encore prêts. Et il faut peut-être encore quelques semaines, peut-être quelques mois avec encore quelques difficultés pour se dire, ok, là, donc là, on revient de ce fait à l'idée de la temporalité, d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que pour certains, il faudra peut-être plus de temps d'abord pour sortir peut-être du déni, identifier les difficultés, puis accepter tranquillement d'avancer et de se dire, il y a peut-être des choses à faire bouger pour changer peut-être le paradigme au niveau de la famille. Donc on est dans du systémique, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais ça veut dire que si on touche à un élément du système, en fait forcément on fait bouger tout le monde. Mais pour ça, il faut aussi le vouloir, l'entendre et puis se donner les moyens de le faire. Oui. Alors comme tu parles de ça, est-ce que comment toi tu rassures de ce fait dans ce genre de situation des parents qui seraient un peu plus peut-être parfois perdus en disant mais comment je peux faire? Oui, alors moi déjà j'ai c'est
Je ne sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais je pars du principe où il n'y a pas vraiment de problème, en fait, il n'y a que des solutions. Et c'est vrai qu'au moment venu, quand la famille arrive avec une problématique qui effectivement leur paraisse insurmontable, parce que voilà, mon enfant, il est comme ça, il est comme ci, ça ne va pas à l'école ou ça ne va pas à la maison, bien souvent, je les rassure dans le sens où ils ont déjà fait la première démarche, c'est-à-dire déjà de faire appel à un tiers, et ils sont quand même dans une démarche de réflexion et peut-être une envie de changement. Même si il n'aboutit pas tout de suite, ils ont quand même amorcé le premier pas est fait. Le premier pas est fait. Ensuite, ce qui est important, c'est que la famille sorte un petit peu de ce raisonnement problématique, c'est-à-dire que si on a la tête dans le problème, on ne peut pas trouver les solutions, et c'est vrai que le fait de leur dire mais c'est génial en fait que vous fassiez cette démarche maintenant, parce qu'en fait, même si ça peut prendre du temps à trouver les bonnes solutions ou les bonnes pistes, on y est, voilà, on est vraiment dans le travail commence. Le travail commence. Voilà. Et ça, en général, oui, ça rassure. Se dire, bon, ok, ça va. Bon, on n'est pas... Tout va bien, quoi. Tout va bien. Tout va bien, et puis on n'est pas tout seul, en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu vois des limites à ce que tu fais dans ce travail d'accompagnement ? Des limites, peut-être en termes de temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre scolaire, on est missionné, on a une mission, on l'amène jusqu'au bout, et après, il y a rarement un accompagnement qui va au-delà. C'est-à-dire... C'est ponctuel ? C'est souvent ponctuel, mais par exemple, un exemple pour le bilan psychométrique. Effectivement, moi, je passe beaucoup de temps avec la famille, donc en pré-bilan et en moment des restitution des résultats, pour expliquer aussi, effectivement, tout le raisonnement de leur enfant, le comportement, le pourquoi de tel comportement, et ainsi de suite. Mais derrière ça, je sais que dans mon compte-rendu de bilan, il y a toujours des pistes qui sont données aux parents, mais qui ne sont pas approfondies. C'est-à-dire qu'effectivement, en 1 heure, 1 heure et demie de restitution, j'essaye de délivrer un maximum de solutions, de pistes pour les guider. Mais je sais que parfois, il y aurait besoin peut-être d'un peu plus. Alors, j'ai la chance que certains parents reviennent vers moi, notamment pour des enfants qui ont été bilantés haut potentiel, où effectivement, derrière ça, c'est vrai qu'il y a l'accompagnement du haut potentiel avec la compréhension de qui ils sont, l'accueil des émotions de par leur hypersensibilité, ainsi de suite. Donc ça, je sais que les parents l'entendent, et comme pour eux, c'est quelque chose qui ne maîtrisent pas vraiment, en fait, c'est pas évident de vivre avec un haut potentiel, et du coup bien souvent c'est vrai qu'ils reviennent vers moi pour me dire alors là ok, il est super intelligent, très bien, mais il veut pas se mettre au travail, comment je fais? Voilà, donc ils ont besoin effectivement de conseils, et ils reviennent voir moi, mais sinon dans la majeure des cas, ça reste sur du papier. Il n'y a pas vraiment de suite, sauf si la famille revient. Sauf si la famille le demande. Mais voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de... Il y a pas de... Dans le cadre de cette mission-là, c'est vraiment circonscrit à une observation, un bilan, une restitution. Et s'il y avait un suivi ou un accompagnement, tu peux aussi orienter vers quelqu'un d'autre. Bien sûr, complètement. Voilà. Oui, complètement. D'accord. En fait, le but, c'est dans les recommandations, c'est qu'effectivement, si besoin, d'aller voir un professionnel. Et c'est un petit peu, j'ai l'impression comme si je sais qu'il y a un besoin et que je laissais... En fait, ils sont libres de continuer, mais je sais que derrière ça, il y aurait besoin d'aller un peu plus loin. Mais là, de ce fait... ce n'est plus de ton ressort. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que tu évalues... Là, on était plus sur tout ce qui était cognitif quand même, mais on peut aller aussi sur les besoins émotionnels. Comment tu les évalues, ces besoins émotionnels et éducatifs? Est-ce qu'il y a une approche particulière ou pas?
Parce que tu disais que tu n'utilisais pas forcément d'outils ou de méthodes particulières, mais sur ce pôle-là, qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, ça dépend si les demandes émanent par exemple des établissements. Bien souvent, ça va être des troubles de comportement, un enfant qui va poser problème en classe, qui va être perturbateur, qui va faire des bêtises, qui ne va pas écouter. Voilà, ça questionne énormément, hein, un enfant qui dérange en classe, entre guillemets. Et bien souvent, on peut mettre ce comportement sous comment dire, le motif de troubles de l'attention, de la concentration, mais pas que. En fait, il y a aussi parfois les émotions qui ne sont pas exprimées, notamment tout ce qui est colère, qui est prêt à exploser, hein, qui est à fleur de peau, et l'enfant en fait se contient, et peut du coup au sein de la classe provoquer certaines tensions sans vraiment mettre de mots, enfin comment dire, sans clarifier ce comportement, sans lier ce comportement à une émotion. Donc dans ces cas-là, effectivement, moi, c'est vraiment dans l'interaction que j'ai avec l'enfant, mais aussi avec la famille, en fait. La famille a un grand rôle de description de leur enfant, c'est-à-dire ils vont vraiment... en fait, c'est simple, en fait, en entretien. Au départ, moi, je laisse... Ils ont beaucoup à évoquer, ils parlent, ils vont donner, ils vont expliquer qui est leur enfant, comment il se comporte, ainsi de suite. Et du coup, en fonction des éléments qu'ils me transmettent et de la réaction de l'enfant aussi à ce moment-là, et après du fait que je le rencontre en individuel, me permet effectivement de faire émerger le pourquoi. Alors il y a des solutions, des choses... Enfin, ça me paraît simple parce que c'est dans ma pratique quotidienne, mais ça va être par exemple un enfant qui aurait besoin simplement d'exprimer un mal-être à ses parents ou une jalousie ou un questionnement qui ne se fait pas et qui depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, il le retient. Et ben, ça va provoquer effectivement un comportement particulier en classe, et de ce fait, il s'exprime d'une certaine manière. D'une certaine façon, chose qu'il ne peut pas exprimer à la maison, par exemple. Oui. Alors, comment collabores-tu avec les parents pour soutenir le développement et le bien-être de leurs enfants? Alors... Comment tu fonctionnes pour les aider justement à accompagner leurs enfants? Alors... c'est souvent par... déjà, la première chose qui vient, c'est la mise en relation. Même si on vit avec nos enfants, même si on les voit tous les jours, il se peut que la relation, en fait, elle soit, comment dire, pas ou peu harmonieuse ou pas en adéquation, pas fluide. Et effectivement, le fait de mon intervention et je recrée du lien en fait, je recrée un dialogue pendant un instant, hein, ça dépend, une demi-heure, une heure et demie, des fois plus. Je leur permets en fait de recréer retisser des liens par le dialogue, par cet échange qui se passe. Et bien souvent, j'ai des beaux retours de parents justement qui disent « Ah bah tiens, il a changé » ou bien « Moi aussi j'ai changé, je vois les choses différemment ». Et pour moi, la première chose, oui, c'est ça, c'est recréer du lien, vraiment au sein de... Et après, ça s'ouvre derrière. Et ça s'ouvre derrière, en fait. Moi, je suis, comme je leur dis, hein, je suis que de passage, je suis là juste pour les aider à amorcer un changement. Et le travail, c'est eux qui le font. Je peux rien faire pour eux, à part... En tout cas, les mettre à nouveau en relation et leur permettre d'avancer. Complètement. Plus une prise de conscience. C'est ça. Alors, dans le cadre de la mission qui t'est confiée, en particulier donc avec nous au niveau de la direction diocésaine, est-ce qu'il t'arrive de soutenir et d'accompagner les élèves de collège ou de lycée dans leur orientation scolaire et professionnelle? Parce qu'on a parlé tout à l'heure plutôt des élèves de primaire ou même de collège, mais là, on va un petit peu plus loin. Donc, orientation scolaire et professionnelle. Est-ce que tu soutiens les changements, les accompagnements? Alors, pas à proprement dit. En revanche, c'est vrai que quand...
J'ai des demandes, par exemple, pour des lycéens ou des collégiens ou des lycéens. Il y a toujours cette question d'orientation Qui n'est pas loin. qui n'est pas loin, puisque bien souvent, on va avoir des troisièmes. Ah, mais est-ce qu'on le fait passer en techno, en pro, ou bien quelles sont les spécialités que je dois choisir pour l'année d'après? Il y a toujours cette idée de bon choix qu'il faut faire pour l'élève. Et du coup, l'établissement est plus dans une demande de comprendre pourquoi l'élève est peut-être pas à la hauteur de leurs attentes, ou de l'attente de la famille, et est-ce qu'il est en mesure de changer son attitude, voire de s'améliorer scolairement, pour pouvoir obtenir l'orientation qu'il souhaite. C'est plus dans ce versant-là. Et bien souvent, c'est juste une guidance auprès de l'élève en lui expliquant que il a toutes les compétences, mais il faut qu'il se ressaisisse si il veut être capable de faire des choix pour sa vie et que ce ne soit pas les autres qui fassent ce choix-là. Ses propres choix. Et voilà, c'est plus sur ce versant-là que j'interviens. Oui. On est beaucoup là depuis le début de l'année scolaire autour du harcèlement, on en a entendu parler énormément. Alors, la prévention justement du harcèlement et des comportements à risque à l'école sont des sujets qui nécessitent souvent une solide formation et une cohérence d'équipe. Quelles pistes seraient-elles à privilégier pour soutenir les équipes ? Qu'est-ce que tu pourrais proposer ? Alors, les petites expériences que j'ai là, c'est justement sur cette année, fin d'année dernière et cette année, sur cette problématique, m'amènent immédiatement quand j'ai un appel à un chef d'établissement ou bien souvent un chef d'établissement, suite à une situation hypothétique de harcèlement. Bien attention, sûr. on reste sur des hypothèses. C'est surtout de faire intervenir un tiers, c'est-à-dire que le corps enseignant ou l'équipe éducative n'a pas le recul nécessaire et approprié pour pouvoir vraiment analyser la situation et voir réellement si situation de harcèlement existe ou pas. Et le fait de faire intervenir un tiers, notamment en observation, alors je fais par exemple des observations de dynamique de groupe, tout simplement. Alors là, on n'est plus sur une observation d'un élève, mais plus sur une classe entière ou sur un groupe. Et dans ces cas-là, ça permet vraiment de comprendre est-ce que c'est réellement une situation de harcèlement propre ou bien simplement des conflits comme on peut connaître. Mais partout, c'est-à-dire à l'école, à la maison ou autre. C'est ça. Voilà, c'est les conflits classiques entre enfants, je t'aime plus, et puis ainsi de suite, quoi, avec ces chamailleries, et puis ces blessures qui peuvent être là, bien sûr. Mais rien à voir avec le harcèlement concrètement. Donc là, c'est dans l'idée d'observer et décrypter, oui. Et puis d'avoir peut-être des indicateurs qui permettent de plus ou moins vérifier ou d'orienter au cas où si tu estimais que c'était a priori une situation de harcèlement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc dans ce cas de figure, c'est peut-être permettre aux enseignants ou aux chefs d'établissement de demander de l'aide en disant là on ne voit plus grand chose, est-ce qu'il est possible de faire juste une observation pour nous aider à mieux comprendre et décrypter ? Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Oui, complètement, oui, tout à fait. Une autre piste que tu verrais pour justement prévenir ces situations-là ? Est-ce qu'il y a des choses à faire en amont pour même une communication auprès des familles ou de l'équipe enseignante, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut simplement rappeler en fait ce qu'est un enfant et les relations entre les enfants, elles ont toujours été celles qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire des relations d'amour, mais aussi de conflits, de jugement, des situations diverses et variées, et pas et savoir aussi faire la part des choses, c'est-à-dire que il est important d'écouter l'ensemble des personnes concernées. Et aussi, imaginons situation de harcèlement dans une classe, il n'y a pas que les deux élèves concernés, il y a aussi tout le groupe classe autour. Et je pense qu'effectivement, de pouvoir rappeler ce qu'est un enfant, rappeler aussi la bienséance qu'il y a à avoir, la bonne entente, comment simplement tout simplement le respect en fait, le respect de l'autre aussi, chose que des fois on oublie quand
quand on est enfant ou quand on est dans une relation un petit peu conflictuelle avec un ami, qui restera même un ami, bien souvent. Rappeler simplement qu'il y a des règles, il y a aussi une bienséance et puis un respect à avoir. Et revenir aux bases, tout simplement. Et de le redire assez souvent. Et de le redire assez souvent, oui, tout à fait. En tout cas, ça peut être déjà des pistes données. Alors, on arrive presque à la fin du podcast, donc moi j'ai une dernière petite question. Quel conseil tu pourrais donner à des parents qui vont rencontrer dans quelques jours la psychologue scolaire qui a évalué leur enfant? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces parents? Poser toutes les questions possibles et inimaginables. Surtout, moi, je sais que je me mets à disposition à 100% des parents parce que les questionnements sont là et c'est important qu'on y répond. Et vraiment, oui, n'hésitez pas à poser toutes les questions et trouver des pistes peut-être s'ils ont des interrogations par rapport à un choix ou un questionnement par rapport à une attitude, un comportement, vraiment poser la question, demander conseil, et puis voilà, je pense que c'est... De profiter de ce moment-là, de rester dans l'ouverture pour véritablement peut-être aller voir tous les recoins qu'on n'est peut-être pas allé regarder de près et puis d'en profiter en fait. Justement, tu parlais d'un tiers, mais de profiter de la présence pour pouvoir le faire, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est important. Eh bien, un immense merci pour ce partage. Alors, on retiendra certainement en guise de conclusion que cet échange permettra peut-être de dépoussiérer un peu nos représentations sur le sujet d'une présence d'une psychologue dans nos établissements, à quoi sert-elle, pourquoi elle vient, comment elle accompagne, etc. Peut-être de sortir parfois de la peur que ça peut représenter, d'entrer dans un vrai partenariat où on réfléchit ensemble, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le cadre est bien défini, c'est rassurant, c'est professionnel, on sait pourquoi on le fait. Accepter aussi peut-être de se donner le temps. Le temps de poser des questions, le temps d'avancer, le temps de revenir peut-être aussi vers la personne. Et puis de dire qu'une psychologue est aussi là pour écouter surtout, proposer, suggérer, accompagner si nécessaire, mais en tout cas toujours dans une dynamique qui serait celle d'une démarche tranquille et puis de la bienveillance. Donc merci pour ce moment. En dessous du podcast, comme on l'a l'habitude, vous retrouverez la rubrique pour aller plus loin. Ça vous permettra, si vous le souhaitez, de poursuivre la réflexion. On verra ce que Sophia Brulé peut nous partager comme bibliographie ou site. Et puis nous vous disons à très bientôt. Merci.